condamné à la peine de mort en République démocratique du Congo. Pendant près de 10 ans, il a subi l'impitoyable quotidien d'une prison de Kinshasa jusqu'au jour où il a réussi à s'échapper. C'était il y a presque 2 ans. À l'époque, il nous avait raconté son histoire. Qu'est-il devenu depuis ? Il a obtenu le droit d'asile en Suède. Mais comment vit-il ? Et comment parvient-il à raconter son histoire sur des scènes de théâtre ? Marlène Rabot et Arnaud Zajman ont retrouvé cet homme qui est loin d'avoir atteint la sérénité. C'était en 2010. Grâce à une caméra cachée dans la pochette de sa Bible, le prisonnier politique Marc-Antoine Vumilia filmait son quotidien dans la prison de Kinshasa. Il circulait entre les couloirs de la prison et sa cellule, où il se filmait à l'abri des regards. J'ai décidé, moi, Marc-Antoine Vumilia Muhindo, de témoigner, parce que j'ai compris que la dictature se nourrit du silence des peuples. Au péril de sa vie, il filmait les conditions de détention inhumaines et les règlements de compte entre prisonniers. C'est dans cet enfer que le dimanche, Marc-Antoine recevait la visite de ses enfants. Qu'est-ce que tu vois là, monsieur? C'est super. Il parvenait à garder espoir grâce à ses enfants et à ses livres. 9 ans plus tôt, Marc-Antoine Vumilia avait été condamné à la prison à perpétuité à l'issue d'un procès censé faire la lumière sur l'assassinat de l'ancien président du Congo, Laurent-Désiré Kabila. En réalité, un procès bâclé qui avait permis de condamner plus d'une 50aine de membres du régime tombés en disgrâce, des innocents, parmi lesquels Marc-Antoine Vumilia. Après des années de détention, Marc-Antoine s'est évadé dans des circonstances rocambolesques. Il s'est déguisé en femme avec la complicité de sa nièce Genèse, venue lui rendre visite dans sa cellule. Et c'est ainsi qu'ensemble, ils ont franchi tous les postes de contrôle. Au nez et à la barbe de ses gardiens, Marc-Antoine a alors retrouvé la liberté. Peu après son évasion, Marc-Antoine a été reconnu comme réfugié politique par les Nations Unies. Il vit aujourd'hui dans un hameau du sud de la Suède, le pays qui lui a offert l'asile. Oui, vas-y. Allez, tu marques. Viens. Où t'es, Flora, où t'es? Il savoure sa nouvelle vie d'homme libre. Il écrit des pièces de théâtre et découvre le plaisir d'élever ses enfants. À savoir, je devinais que mon père devait aller mieux. Notre force naît de nos faiblesses, lui avait-elle lu un matin. Quand je devais être là pour faire des lectures à Flora, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas fait parce que j'étais en prison, j'étais loin. Mais maintenant que je suis là, bon, j'en profite pour lui faire la lecture. Elle prolonge un peu son enfance, quoi. Elle joue les prolongations de son enfance. C'est quoi que t'aimes dans les livres? C'est comme si on est dans un autre monde où on n'a pas le même problème que ce qu'on a. L'évasion par la littérature, c'est dans la culture familiale de M. Vumilia. Voilà. Donc finalement, la littérature, c'est notre pays d'asile. Voilà, c'est ça notre pays d'asile, la littérature. Leur pays d'asile, c'est aussi la Suède. Un appartement, des allocations, des cours de suédois obligatoires pour toute la famille. La Suède a besoin de peupler son immense territoire. Et dès leur arrivée, les réfugiés sont soutenus financièrement pendant 2 ans. Ce n'est pas... Oui, prends ta pomme et va manger. Allô, Genèse. Le seul regret de Marc-Antoine, sa nièce Genèse, qui l'a aidé à s'évader, est restée en Afrique, où elle attend encore de se faire reconnaître comme réfugiée politique. Pourquoi? Ok, voilà Michel-Ange. Mais il n'y a pas grandi, je suis un peu grand. Comme nous avions
été à Brazzaville pendant une année, c'est elle qui les a pris en charge, c'est elle qui s'occupait des enfants, et voilà, elle est devenue pratiquement leur maman, et voilà quoi. Et tu dis que c'est un peu comme leur maman, mais ils ont une maman aussi, ces enfants, tes enfants? Oui, ils ont une maman avec qui j'ai rompu il y a un certain nombre d'années, quoi. Ouais. Et elle, il n'est pas question qu'elle vienne ici? Non, il n'est pas question de ça, donc ce n'est pas à l'ordre du jour. La mère est restée au Congo et a confié les enfants à Marc-Antoine afin qu'il leur offre un avenir meilleur. C'est agréable le matin, on C'est agréable, mais c'est très speed. Il faut faire vite, manger vite, l'habiller vite et voilà. Bonne journée, hein? Dans la cour de récréation, Michel-Ange s'est rapidement fait des copains et a appris le suédois. À 13 ans, Flora s'adapte aussi à cette nouvelle vie. Le suédois, elle l'apprend dans les livres. Et tu crois que tu vas devenir suédoise un jour? Je ne crois pas que je devenais toute congolaise ou toute suédoise. Je crois que je suis un peu au milieu des deux. On est bien au milieu des deux? C'est un peu comme l'Autier, je ne sais pas trop. Comme l'Autier? Ouais, je ne sais pas vraiment. Lors d'un cursus de 2 ans, les réfugiés apprennent la langue et les us et coutumes suédois afin d'ensuite intégrer le milieu professionnel. Une étape décisive, car en Suède, c'est surtout lors de la recherche d'un emploi que les immigrés se sentent discriminés. Marc-Antoine a trouvé un stage dans un théâtre. En classe, il explique son projet. J'essaie juste de recueillir des témoignages. Qu'est-ce que ça signifie d'être étranger en Suède? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Quel est le terrain d'entente entre les Suédois natifs et les étrangers qui arrivent? Je vais écrire une pièce à partir de cela, qui sera un opéra hip-hop. Il y aura du hip-hop, des chants et de la danse. Pour son projet de spectacle, Marc-Antoine souhaite rencontrer des réfugiés et les interroger sur leur propre intégration. Sa première démarche est d'aller voir le responsable de l'intégration à Kalmar, la ville la plus proche. Hachim Gachi est lui-même un réfugié arrivé du Kosovo il y a 15 ans. Il défend le modèle d'intégration de la Suède et souhaite montrer à Marc-Antoine les réussites du système. Il a fait construire ce centre sportif dans une banlieue où vivent de nombreux immigrés. L'objectif de la politique d'intégration de la Suède est de créer du lien social, même si ce lien reste avant tout communautaire. Ce n'est pas facile d'avoir des amis suédois. Moi, j'ai souffert de racisme à mon arrivée, mais pour mes enfants, ça va. Ça m'aide absolument pour mes recherches par rapport au travail que je suis en train de faire, parce que c'est des éléments que je vais intégrer dans ma pièce de théâtre. Dans le cadre de ses recherches, Marc-Antoine se rend dans cette cité reculée, où il est guidé par des Kurdes irakiens qui, eux, sont entrés illégalement en Suède et ne bénéficient pas des mêmes conditions d'accueil. Le modèle d'intégration suédois vacille sous les coups de la crise économique et de l'immigration croissante provoquée par les guerres dans le monde arabe. Combien de personnes vivent ici? 4 personnes. Les clandestins subissent le même sort qu'ailleurs en Europe. Détention, logement insalubre, travail au noir. Cet homme est privé de son fils qui a été placé dans une famille d'accueil. Le modèle suédois est interventionniste et n'hésite pas à retirer la garde des enfants aux immigrés qui se trouvent en situation précaire. Alors cet homme se contente des images de son fils qu'il reçoit sur son téléphone. Ce sont tes enfants, en même temps tu sens qu'ils t'appartiennent, pas qu'il y a comme un big brother qui te surveille tout le temps, et donc c'est lui qui dicte ce que tu dois faire de tes enfants, comment tu dois leur sourire, comment tu dois... Et ça fait que les parents se sentent dépossédés, désarmés, et voilà.
Marc-Antoine a aussi déjà mené plusieurs projets en dehors de la Suède. Une résidence d'écriture en Belgique, une pièce de théâtre à Berlin. Là, il vient d'arriver en France, où il a été contacté par le directeur du TNP de Villeurbanne, une scène nationale, pour participer à une pièce de théâtre sur le Congo. Comme si après avoir été privé de liberté si longtemps, il parvenait aujourd'hui à ouvrir toutes les portes. Il faut voyager léger, c'est-à-dire qu'on a un passé avec soi, un passé assez lourd et tout. Mais si on veut porter ça avec soi, on ne va pas très loin. Et quand on ne sait pas faire des projets, qu'on est toujours dans le passé, j'étais ceci, j'ai fait cela, alors on devient fossile. J'ai pas envie d'être fossile, j'ai besoin d'être quelqu'un qui est en mouvement. Marc-Antoine joue dans Une saison au Congo d'Aimé Césaire, un texte phare des indépendances africaines. Depuis un quart d'heure, je vous harangue et le flic me laisse faire. Cette pièce raconte l'ascension du héros de l'indépendance congolaise, Patrice Lumumba, et sa fin tragique, orchestrée par la Belgique, la puissance coloniale de l'époque. Que la polar diminue le Ngolo. C'est son nom. Patrice Lumumba. Ironie de l'histoire, sur scène, Marc-Antoine se retrouve face à Mobutu, le dictateur contre lequel il s'est engagé à l'âge de 20 ans dans une révolution qui l'a mené à sa perte. Une histoire personnelle qu'il a fallu transcender pour raconter la grande histoire de l'Afrique contemporaine. Et le fait que Marc-Antoine ait son histoire politique, moi je l'ai pas parlé, j'ai gardé beaucoup de pudeur et de décence vis-à-vis de cela, parce que ça me paraissait juste de le faire, de façon à ce que nous on soit dans le sujet qui nous incombait, et pas plus ni moins comme des camarades. Et Christian m'a aidé à surmonter ça, c'est-à-dire je prenais la chose avec moi comme ayant fait partie d'un mouvement, je sais pas, lumumbiste, et je suis face à Mobutu. Mais je m'adressais à Mobutu avec une méchanceté. On dit non, prendre la distance par rapport à ça, et voilà. Et c'est venu comme ça progressivement. C'est la première fois qu'une scène nationale française réunit autant de comédiens africains. Une aventure qui, pour Marc-Antoine Vumiliya, marque aussi une nouvelle étape dans sa vie d'homme libre.